Alors, s'assurer de la solidité financière des intermédiaires financiers, en se concentrant fortement sur une dimension prudentielle, ce n'est pas l'unique responsabilité des autorités de réglementation et de supervision. Nous devons également veiller à un accès le plus large possible des ménages et des entrepreneurs aux services financiers, nous assurer que cet accès s'effectue dans des conditions équitables, via un cadre de commercialisation qui donne aux consommateurs toutes les informations pertinentes. Dans cette perspective, une attention toute particulière est apportée aux populations dites vulnérables. C'est le thème de notre... Oui, je l'ai là. C'est le thème de notre table ronde. Parce que il est vrai que certaines fractions de la population sont plus exposées que d'autres à souscrire à des offres financières inadaptées, à devoir payer des frais bancaires ou disproportionnés, voire à perdre totalement l'accessibilité aux services bancaires. Le concept même de population vulnérable n'est pas précisément défini, car la vulnérabilité évolue avec la mutation des offres de services financiers, avec la digitalisation des relations, ainsi qu'avec le développement d'offres de produits parfois très innovants ou complexes, qui accroissent singulièrement le périmètre des populations vulnérables. Au-delà même des questions d'équité, qui sous-tendent l'attention portée aux services financiers qui sont proposés aux personnes vulnérables, il y a un enjeu évident de réconciliation de la sphère financière avec la population. À l'AMF, on dit donner du sens à la finance. Le pôle commun ACPR-AMF, qui surveille la commercialisation des produits financiers, a fait des populations vulnérables un de ses principaux thèmes de travail. Nous avons débuté cela en nous penchant sur les populations dont la vulnérabilité est quasiment inscrite dans la loi, avec une étude sur les relations entre les mandataires judiciaires qui interviennent pour le compte des populations protégées, donc entre les relations entre ces mandataires judiciaires et les établissements financiers. Et puis, dans le prolongement de ce travail, le pôle commun a engagé des travaux relatifs aux populations vieillissantes, comment prévenir la mauvaise commercialisation auprès des personnes dont de premiers troubles cognitifs affaibliraient le consentement, et comment on identifie les marqueurs de cette vulnérabilité. On a d'ailleurs signé un partenariat de recherche avec la chaire santé de l'université Paris-Dauphine, avec qui on travaille de façon étroite sur ces sujets-là. Pour entamer cette séquence sur la protection des personnes vulnérables, nous aborderons donc avec nos intervenants les questions traditionnelles, je mets traditionnelles entre guillemets, qui sont liées à la mauvaise commercialisation et aux frais, parfois considérables, qui sont facturés. C'est l'approche un petit peu traditionnelle. Dans un second temps, nous échangerons sur la portée du choc de la digitalisation sur ces personnes vulnérables et comment tous ces nouveaux outils transforment les pratiques commerciales. En quoi peuvent-ils créer de l'inclusion ou de l'exclusion selon la manière dont ils sont utilisés. Et pour terminer cette rencontre, nous replacerons nos préoccupations françaises dans un cadre européen en nous penchant sur les divers plans d'action qui sont proposés au niveau européen sur ces sujets-là. La Commission européenne a des idées et des projets et met en œuvre un certain nombre de cadres qui peuvent nous aider. Pour évoquer ces thèmes, notre table ronde rassemble 5 intervenants qui reflètent, je crois, assez bien la complexité de ces problématiques des services financiers aux personnes vulnérables. Marie-André Blanc, à ma gauche, qui est la présidente de l'Association nationale des associations familiales, l'UNAF. Elle est au plus près du terrain, c'est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
Et si son champ de préoccupation est vaste, elle s'est penchée de façon tout à fait spécifique et très pointue, sous votre autorité, donc Madame la Présidente, sur les offres bancaires et les frais qui y sont associés. La loi Pacte constitue à l'évidence une opportunité de faire évoluer éventuellement notre cadre réglementaire dans ce domaine. Corinne Dromer, à ma droite, est la présidente du comité consultatif du secteur financier. Le CCSF est vraiment un lieu privilégié où l'ensemble des parties prenantes échangent sur les améliorations à apporter aux relations entre les institutions financières et leur clientèle. Et c'est un lieu où on délivre des projets, des évolutions, des réformes. Au-delà de la question de la facturation des incidents bancaires, qui a fait l'objet d'un rapport récent, le CCF travaille sur la problématique de l'adaptation de l'offre de services aux populations vulnérables d'une manière plus large. Martin Merlin est directeur de la régulation et de la supervision prudentielle des institutions financières à la Commission européenne, c'est le titre exact, formidable. Il a rejoint la Commission depuis plus de 20 ans maintenant, donc il a tout le domaine de la réglementation. Il a joué vraiment un rôle moteur dans toutes les évolutions de la réglementation financière au cours de ces périodes, et en particulier depuis la crise. Nul mieux que lui pourra nous donner un aperçu des ambitions de la Commission dans ce domaine des services financiers avec le prisme des personnes vulnérables. Donc Patrick Montagnier est secrétaire général adjoint de la CPR. C'est un superviseur bancaire à la base, mais il a dirigé les équipes de contrôle des assurances avant de chapeauter en tant que secrétaire général adjoint la plupart des questions transversales auxquelles la CPR doit faire face, en particulier la protection des consommateurs de services financiers. Et je garde parce que je crois que dans ces domaines-là, la pratique effective, celui qui propose les services, donc Nicolas Terry est président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et de la Fédération Centre-Est Europe. C'est bon. Et à la tête de ce très grand groupe bancaire, il porte une attention toute particulière à réussir la digitalisation des processus, un recours massif à l'intelligence artificielle, tout en assurant une qualité élevée de la relation avec les clients. C'est un acteur engagé pour relever les défis du service financier aux clientèles vulnérables. Et donc, c'est un témoin tout à fait éminent dans ce domaine-là. Voilà nos 5 participants. Donc, première partie de notre débat, mauvaise commercialisation auprès en particulier de populations vieillissantes, frais qui s'accumulent. On commence par l'UNAF. L'UNAF qui a fait des constats assez lourds dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que pouvez nous dire ce soir? Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole. Donc, je voulais quand même vous donner une petite présentation de l'UNAF. Qu'est-ce qu'est l'UNAF? Bon, Union nationale des associations familiales. Nous avons un réseau qui est composé de 100 unions départementales d'associations familiales, de 13 unions régionales, ce qui représente au total, malgré tout, 7000 salariés, 15 000 bénévoles. Donc, nos missions, c'est de défendre les intérêts des familles, de représenter les familles et de gérer des services d'intérêt. Donc, actuellement, eh bien, nous siégeons, à ce titre-là, nous siégeons dans des instances de dialogue. On peut citer le comité consultatif du secteur financier, l'observatoire de l'inclusion bancaire, les comités nationaux et opérationnels d'éducation financière. Mais surtout, nous sommes très présents au contact de tout public en difficulté financière. Nous sommes le premier réseau de points conseil budget, les PCB, dont vous avez tous entendu parler, des plateformes microcrédit, et nous sommes le premier opérateur associatif du secteur protection juridique des majeurs, puisque nous avons actuellement en gestion environ 150 000 mesures de tutelle et de curatelle. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes très bien placés pour observer les pratiques du secteur financier sur les populations dites vulnérables.
Et qu'est-ce que nous observons? Alors effectivement, Monsieur le Président, vous avez parlé d'une étude qui a été publiée il y a maintenant 1 an, hein, et qui concerne les frais d'incidents bancaires qui sont prélevés en cas de dépassement du découvert autorisé. Et cette étude, elle a été reçue comme un électrochoc dans l'opinion publique, parce que c'est vrai que nous avons mis en exergue des exemples très concrets. Entre autres, par exemple, un retraité qui gagne 1 200 € par mois et à qui sa banque a demandé 400 € de frais d'incident à payer en 15 jours sans aucune négociation. Aucun rendez-vous proposé par son conseiller. Quand vous avez un budget contraint et donc très peu d'épargne de côté, comment s'en sortir? Sinon en arrêtant peut-être de se nourrir ou bien sûr, chose qu'il ne faut absolument pas remettre en exergue, ne plus payer son loyer. Et là, la question qui se pose est la suivante: peut-on vraiment parler d'un service rendu au client? Autre cas concret, une personne divorcée à qui on a prélevé 3 500 € de frais d'incident en une année. Résultat, plus d'argent pour exercer son droit de visite et un recours au crédit renouvelable pour s'acheter à manger. Aucune proposition de changement de son package bancaire. Alors, fort de ces exemples, nous en avons quand même déduit certaines postures. Entre autres, les frais d'incident bancaire sont pour nous un véritable scandale, à la fois moral et économique. Parce que, première des conséquences, ils amputent le pouvoir d'achat de millions de familles. Entre 4 et 8 millions de clients paient tous les mois des frais d'incident bancaire. Cela, en 2016, représentait un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Le deuxième point, par essence, il sanctionne par définition des populations déjà fragilisées par les accidents de la vie ou avec des revenus faibles ou très faibles, et en font même plonger certains dans le malendettement et la pauvreté. Troisième analyse, le prélèvement, c'est de façon quasi automatique, générant de plus en plus d'incidents pour le client et des incivilités au guichet. Autre analyse, et je pense que quand on parle de clients, tout à l'heure, vous en avez fait état, effectivement, ces frais d'incident bancaire dégradent encore plus l'image que les Français se font de la banque. Un enjeu majeur à l'heure de l'ouverture des marchés financiers et d'une concurrence accrue. Et puis, 5e point, ces frais subventionnent de manière croisée les taux très bas des crédits immobiliers, ce qui appelle une vigilance renforcée, notamment sur leur tarification, selon les termes du Haut Conseil de la stabilité financière. Alors les questions qu'on est à même de poser, il y en a 2. Qu'attendent les banques pour comprendre qu'elles ont le devoir de ne pas aggraver les difficultés financières de leurs clients? Qu'attendent les régulateurs et les pouvoirs publics pour impulser un nécessaire rééquilibrage du modèle économique des banques de détail, beaucoup trop dépendant de ces frais d'incident? Le sujet est sur la table depuis de nombreuses années, au moins 15 ans. En 2010, un rapport préconisait déjà ce rééquilibrage. Or, force est de constater que plus les rapports se multiplient et plus les ambitions reculent. Que ce soit le rapport du CCS qui n'a pas fait l'objet d'un consensus ou les mesures annoncées par le gouvernement, les réponses ne semblent pas à la hauteur des enjeux. Nous saluons toutefois le fait que la PCR se saisisse de ces questions, en plus du reste à travers les contrôles qu'elle pourra mener. Nous espérons qu'elle bénéficiera de moyens suffisants pour ce faire. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet de long terme, celui de la tarification des services bancaires et de l'inclusion bancaire. Et je peux vous assurer que l'UNAF interviendra dans le débat public aussi longtemps que nécessaire et restera force de proposition. Je vous remercie. Merci. Donc vous comprenez pourquoi nous avons commencé par vous. Vous avez interpellé les banquiers, les régulateurs et le CCSF qui n'est pas. Donc, quels sont les éléments de réponse? Parce que je sais que ces anomalies ou ces incidents sont quand même au cœur de la réflexion, à la fois pour les banquiers, les régulateurs et les organismes. Et quelles précautions
prenez-vous au Crédit Mutuel pour éviter les errements qui viennent, ou limiter les errements qui viennent d'être indiqués, si partagés? Bien, merci Monsieur le Président. Accusé, levez-vous. Mais je vais rester assis. Je voudrais juste d'abord dire que, curieusement, les banquiers n'ont pas pour vocation, et les salariés du secteur bancaire n'ont pas pour vocation d'exploiter les personnes vulnérables. Que s'ils vont au bureau le matin, c'est pour rendre service, c'est pour donner des services, c'est que leur métier a du sens, et que accompagner la population, quel que soit son niveau de revenu, dans la réalisation de ces projets, leur offrir une sécurité absolue des transactions, leur permettre de protéger leur famille, d'avoir des assurances emprunteurs qui leur permettent d'acquérir un patrimoine et d'avoir un cycle de l'Espagne, donne sens à leur métier. Et je suis toujours accablé, humainement accablé, de la culture de la confrontation et du pari constant selon lequel la vraie intention des 380 000 salariés du secteur bancaire est d'exploiter leurs concitoyens et de leur prélever des frais indus. Et j'étends le raisonnement, même si là-dessus peut-être que vous ne croirez pas, aussi à tous mes collègues patrons de réseaux bancaires qui en général gèrent des collectivités, en l'occurrence pour moi de 80 000 salariés et 25 000 bénévoles, en essayant tous les jours de donner du sens, d'être au meilleur niveau de service, de solidité, de sécurité et de disponibilité pour nos clients. Et je voudrais le rappeler parce que si je suis ici, c'est parce que je voudrais d'abord remercier la CPR Édouard Fernandez-Bolo de m'avoir offert cette occasion. Je pense que le dialogue est toujours préférable à la confrontation. Moi, je crois au contrat social. Roche, Randall, au nom de la loi, c'était bon pour mon enfance et je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là. Donc oui, il y a des cas regrettables. Il y a des millions de clients bien servis. Il y a des millions de transactions qui arrivent à destination. Et je voudrais rappeler que les banques françaises sont les seules en Europe, grâce, je pense, à une excellence de dialogue, une excellence de transparence entre l'autorité de supervision et les établissements bancaires, ça n'exclut pas la discussion, à avoir traversé la crise dans des conditions qui n'ont mis en cause ni leurs clients, ni les finances publiques. Alors, accusé, levez-vous, je veux bien. J'ajoute qu'un banquier qui octroie un découvert, il rend aussi un service. Il pourrait refuser le prélèvement. Il pourrait par exemple refuser le prélèvement de logement, refuser le prélèvement d'impôts, refuser le prélèvement de la cantine scolaire. Il y a beaucoup de circonstances où il ne le fait pas parce qu'il a une claire conscience des besoins des clients. Donc ma première remarque, et je ne m'attendais pas à commencer par ça, c'est de dire nous sommes un secteur économique respectable, composé de gens respectables, et qui essaient de faire leur métier du mieux possible. Et comme tout le monde, ils n'y arrivent pas toujours, et les critiques sont toujours bienvenues, et les solutions doivent être trouvées. C'est pour ça que je trouve que des choses comme le comité consultatif du secteur financier sont très utiles. Mais je voudrais vraiment dire à quel point les salariés, et c'est une tradition de la banque, sont formés. Le Crédit Mutuel consacre 6% de sa masse salariale à la formation. Nous avons par exemple supprimé les objectifs commerciaux individuels. Il n'y a pas de variable. Moi, je n'ai pas de rémunération variable en fonction du nombre de produits vendus. Et la seule bâtonnite qu'on nous a imposée, c'est réglementaire, en nous disant qu'il fallait qu'on obtienne un certain nombre de comptes dans une catégorie de clients vulnérables. C'est un peu paradoxal parce que le message qu'on essaie de transmettre à nos salariés, c'est faites de votre métier du mieux possible et il n'y a qu'un devoir qui est légal. Et pour moi, toute la réglementation se résume à 3 mots, c'est devoir de conseil. On est le seul secteur, avec le secteur de la sécurité nucléaire par exemple, dans lequel un salarié, individuellement, quel qu'il soit, a la mission légale de donner le bon conseil à son client, fût-ce au détriment de l'instruction hiérarchique qu'il a. C'est pas neutre. Je veux dire, et tout le reste, de mon point de vue, découle de ce devoir de conseil. C'est la règle absolument fondamentale. Après, conformément à la tradition française, on fleurit beaucoup le jardin et on invente énormément de réglementations. Mais à la fin des fins,
un conseiller bancaire, quel qu'il soit, a un devoir légal de conseil vis-à-vis de ses clients et il doit l'assumer. Ça lui impose une exigence de qualité. Un produit ne vaut que par son rapport qualité-prix. Et donc, oui, et je partage, et je ne cherche pas à nier, en aucune manière, les difficultés rencontrées dans un certain nombre de cas. Et je vous assure que, comme président, il m'arrive, d'abord, je lis toutes les réclamations qui me sont adressées, et deux, j'interviens vigoureusement quand j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Mais j'insiste sur un point, il y a des secteurs des services qui, au cours des dernières années, ont connu une destruction accélérée de la qualité du service. Une espèce de consumérisme facile. Je ne vais pas citer de nom, parce que sinon je vais me fâcher avec un certain nombre de mes collègues ou clients, mais je suis frappé de la destruction collective de niveau de qualité dans un certain nombre de secteurs de services. Alors, les prix sont excellents et le service a beaucoup baissé. Je veux juste dire, je le dis collectivement, je ne cherche pas à mettre le Crédit Mutuel là-dessus en avant, que j'ai le sentiment que ce qu'on appelle la banque relationnelle est restée une force très évidente de notre secteur bancaire, y compris quand on compare les prix, ce qu'on fait régulièrement, avec celles d'un certain nombre de nos collègues étrangers. Et puis la dernière chose, c'est vous dire qu'en ce qui concerne le Crédit Mutuel, il y a des choses qui sont pour moi déterminantes. Un client, quel que soit son niveau de fortune, son niveau de vulnérabilité, son niveau de fragilité, a un conseiller dédié. Ce conseiller dédié lui appartient et c'est le même par téléphone, par email ou physiquement. Il est le gage de la cohérence de l'approche. L'enjeu pour nous, c'est la fidélisation de long terme. Et l'enjeu pour nous, c'est la diversification du service et la qualité de ce service. On sait très bien que quand on rend plusieurs services à un client, il ne faut se fâcher sur aucun si on veut garder la qualité de la relation. Voilà. Donc, oui, et on en est très heureux pour toujours travailler sur la meilleure prise en charge des clients, mais je pense que ni la dénonciation ni la confrontation ne sont des gages de progrès collectif. Cet échange, le CCSF en est un lieu où il se produit de façon le plus approfondie, avec le plus de la plupart des parties prenantes. Donc on a à la fois l'UNAF et des représentants du secteur bancaire. Comment est-ce que la mayonnaise prend sur ces questions-là? Où est-ce que l'équilibre peut s'établir? En fait, c'est exactement comme ici, avec le public en moins. Donc c'est très facile à imaginer. On a des débats assez vifs. Je reprendrai juste un point, Madame Blanc. Il y a eu effectivement un consensus, mais pas une unanimité, mais un large consensus, y compris des associations de consommateurs, sur ce rapport. Et vous savez que sur tous les sujets un petit peu difficiles, effectivement, l'unanimité devient de plus en plus rare, mais il y a eu un consensus. Alors, juste une petite chose, c'est que nous avons effectivement, moi je voudrais parler aussi des tarifs bancaires de façon générale. Sur la partie incident, nous avons montré un certain nombre de propositions, en particulier pour éviter l'accumulation des frais, pour donner aux particuliers, y compris, j'allais dire, tout le monde, pas uniquement les personnes fragiles, une liberté, ou essayer d'avoir une liberté de choix dans les dates de prélèvement, donc tout un tas de choses très pratico-pratiques, mais qui peuvent effectivement réduire ou même éviter les incidents. Mais je voudrais faire un petit point sur les tarifs bancaires. Parce que je ne suis pas sûre qu'on est en dehors des incidents. Les personnes vulnérables n'ont pas toutes des incidents. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Et en tout cas, il faut voir aujourd'hui ce que c'est que les tarifs bancaires. Vous savez que nous avons, via l'Observatoire des tarifs bancaires qui est en notre sein, nous suivons l'évolution des tarifs. On suit aussi d'ailleurs les nouvelles lignes ou les lignes tarifaires qui sont supprimées. Donc on a une bonne visibilité sur les évolutions. Alors c'est vrai que je dis tout de suite, je vais parler des tarifs qui sont affichés dans les plaquettes. Je ne parle pas des tarifs qui sont effectivement facturés, parce qu'il peut y avoir des accords. Mais qu'est-ce qu'on voit ? C'est en moins. Donc, si tu veux, les tarifs affichés, c'est le plafond. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que sur l'ensemble des banques en ligne, vous savez que nous avons un extrait standard des tarifs, qui sont les 11 tarifs les plus représentatifs des services bancaires.
Et donc sur ces 11 services, quand on regarde les banques en ligne aujourd'hui, on a suivi 10 banques en ligne, il y en a 5 qui ont la totalité de ces 11 tarifs gratuits, y compris les frais de tenue de compte, y compris les cartes, tout est gratuit. Alors vous allez dire c'est gratuit sous conditions. Certaines ont des conditions de revenus, d'autres des conditions d'épargne, d'autres des conditions d'utilisation de la carte bancaire. Mais 5 banques en ligne font des services gratuits. 3 font des propos, c'est pas obligatoire, ou une assurance perte ou vol. 2 facturent les frais de tenue de compte et une seule facture les banques, les cartes bancaires, les 3 types de cartes bancaires. Donc quand même, c'est quand même très important ce phénomène, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette concurrence, les banques à réseau, elles s'adaptent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des banques à réseau, les frais de virement, c'est 0 €, les frais de prélèvement, c'est 0 €, l'abonnement pour la gestion des comptes en ligne, c'est 0 € pour les 3/4 des établissements. Il y en a quand même encore un quart qui est facture. La seule chose, j'allais dire, qui n'est pas facturée dans les banques en ligne, mais qui est facturée dans les banques à réseau, c'est les alertes de SMS sur la situation des comptes. Alors là, je voudrais juste m'arrêter 2 secondes parce que aujourd'hui, les tarifs qu'on voit, c'est grosso modo entre 6 et 36 €. C'est très important, les alertes SMS, pour les populations vulnérables. Pourquoi? Parce que justement, c'est le moyen le plus efficace de prévention. Attention, votre compte n'a plus que 10 ou 20 €. C'est une information immédiate. Et donc c'est vrai que pour la protection des plus vulnérables, c'est vrai que c'est un outil de prévention qu'il faut valoriser et qu'il faut le proposer. Et alors là, les tarifs ont un petit peu baissé sur les alertes SMS, mais ce serait bien qu'elles baissent quand même un tout petit peu plus, si c'est possible. Le corollaire de ça, effectivement, ça a été le fait que la présence, le contact avec le conseiller est devenu coûteux. Alors pas dans les banques à réseau puisqu'ils ne le facturent pas plus, mais en revanche, on voit bien que les banques en ligne, le système, le modèle des banques en ligne, c'est chaque contact avec un conseiller par téléphone ou présence physique, ça veut dire 3 € ou 5 € par demande. Ça veut dire que pour les populations qui sont un peu vieillissantes, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'avoir affaire à un conseiller, ça leur coûte effectivement très cher. Donc on est en train de voir quand même un modèle qui est un modèle avec forte gratuité, sauf quand on a affaire à un conseiller bancaire, en tout cas pour les banques en ligne. J'ai toujours peur, quand je vois la gratuité venir vers les banques à réseau, que ce coût du conseiller aussi remonte un petit peu dans les banques à réseau. Dernier élément sur les tarifs bancaires, c'est la convergence qu'on voit actuellement sur les cartes bancaires. Vous savez, il y a 3 types de cartes: les cartes à débit différé, cartes à débit immédiat et les cartes à autorisation systématique. Si on prend sur les 10 dernières années, les cartes à débit différé n'ont quasiment pas bougé. Elles sont en moyenne à 43 €. En revanche, les cartes à débit immédiat n'ont pas cessé de progresser, les tarifs ont monté, et aujourd'hui elles sont pratiquement en train de converger. Et puis alors surtout, les cartes à autorisation systématique, ce sont les cartes qui sont données dans le cadre de l'offre spécifique. Ce sont les cartes qui sont données aux plus fragiles. Et ces cartes aussi, on voit que les tarifs sont en train d'augmenter de façon systématique. Alors, c'est d'autant plus dommage qu'en plus, ce sont des cartes difficiles parce que, vous savez, c'est une carte qui vous dit tout de suite, il faut que le terminal ait un moyen d'interrogation, puisque c'est censé, ça ne peut vous débiter que si vous avez de la provision. Ce qui fait que les gens qui ont ces cartes, même encore aujourd'hui, ils ont du mal à passer des péages ou ils ont du mal à aller dans des stations-service parce que le terminal n'est pas toujours adapté. Cette carte, aujourd'hui, son prix moyen pondéré, c'est quand même de 31 €. Et là, on est quand même sur des populations fragiles, sur des populations vulnérables, et il faut absolument veiller à arrêter, en tout cas, ce mouvement de hausse. Voilà. C'est grosso modo. Ah oui, je vais quand même dire un petit mot quand même des frais de tenue de compte, parce que les frais de tenue de compte, c'est toujours ce qu'on lit dans la presse. Et je voudrais juste dire quelque chose sur les frais de tenue de compte. D'abord, le coût des frais de tenue de compte, en la réalité, c'est entre 20 à 24 € par an. Hein. On n'est pas... Je voudrais dire un petit peu les montants. Je voudrais dire aussi que je ne sais pas pourquoi il y a une fascination sur ces frais, parce que les 3/4 des clients des banques ne les payent pas. Soit ils ont
une offre groupée de services qui fait que de toute façon c'est à l'intérieur, soit ils ont un prêt immobilier, soit ils ont soit l'établissement de crédit ne facture pas. Il y a encore 8 établissements de crédit sans les banques en ligne qui ne facturent pas les frais de tenue de compte. Donc voilà, donc j'aimerais bien, c'est bien de s'intéresser aux frais de tenue de compte, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi aux cartes bancaires et aux autres services bancaires. Voilà. J'ai fait un petit tour. Merci. Très forte pression sur les frais. Le superviseur, qu'est-ce qu'il fait dans ce paysage-là pour protéger les populations vulnérables et trouver l'équilibre entre... Alors l'équilibre, d'abord, il est donné effectivement en grande partie par la loi. Alors l'ACPR, pour sa part, bien évidemment, a une mission très large de protection des clientèles qui concerne tout un tas de sujets, de réglementation, de produits, des réglementations générales spécifiques. Et nous coopérons effectivement avec l'AMF à travers, à mon avis, une des meilleures inventions du législateur, qu'est ce pôle commun qui permet d'assurer aux clients qu'il n'y a pas de trou, si je puis dire, et d'angle mort entre les autorités en matière de protection des clientèles. Donc effectivement, 2018 et 2019 sont pour le pôle commun et nos deux autorités 2 années de priorité spécifique sur les clientèles vulnérables, dans la mesure où effectivement le principe général qui est celui de réduire l'asymétrie d'informations, de connaissances et de moyens entre les entreprises du secteur financier et les clients, et d'autre part s'attaquer aux pratiques les plus préjudiciables, sont des objectifs qui sont encore plus cruciaux pour les clientèles qui, pour des raisons diverses, ont une fragilité, que ce soit du fait de leur situation financière, de leur compréhension des produits. Je rappelle qu'il y a encore des gens qui ne parviennent pas forcément à lire correctement même les contrats ou des offres qui leur sont proposées, des nouvelles technologies ou à la suite de problèmes de santé. Donc il y a toute une série de populations, la notion de vulnérable effectivement étant très large, cela a été dit effectivement par vous au début de l'intervention. Donc nous avons tenté de progresser sur cette définition. Effectivement, comme dit, nous avons travaillé ensemble sur les majeurs protégés, et là effectivement sous l'impulsion d'ailleurs de l'AMF à l'origine. Cette année, il y a effectivement ce travail avec la Fondation du risque sur les populations vieillissantes. Et puis nous continuons aussi à la CPR à porter une attention soutenue aux autres populations en difficulté financière. Diable. Celles dont l'état de santé a connu ou connaît une dégradation qui rend difficile parfois l'accès à certains services. Donc quel est notre objectif dans tout ça, dans nos contrôles, dans nos discussions avec tout le monde, puisqu'il y a aussi une commission de consultative des pratiques commerciales qui est présidée par un membre du collège de l'autorité, qui a aussi pour vocation de rassembler les associations professionnelles bancaire et assurance, donc je vois Monsieur Constant effectivement dans la salle, qui est son président, les associations de consommateurs et de clients, plus aussi les pouvoirs publics, qui essayent de discuter de l'ensemble de ces sujets, de manière à identifier aussi des solutions opérationnelles qui permettent d'évaluer qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité d'un client et quelles sont les meilleures pratiques. Alors, ce qu'on a d'abord fait, c'est tenter d'identifier les pratiques d'abord du secteur financier lui-même, en fonction des populations vieillissantes ou fragiles financièrement, risque de santé. On a aussi regardé sur le sujet spécifique du vieillissement, mais ça nous y reviendrons plus spécifiquement dans la conférence annuelle de la CPR le 23 novembre prochain avec l'AMF qui nous sera à nos côtés, sur les défis du vieillissement, qu'est-ce que cela veut dire, les défis que pose le vieillissement, et tenter de s'inspirer des pratiques d'autres acteurs, dans d'autres secteurs que le secteur financier, qui sont confrontés au vieillissement eux aussi, et nous vieillirons tous un jour. Donc il nous faut aussi préparer cela. Et donc nous y reviendrons plus en détail. Et nous avons aussi définir des axes de réflexion pour le marché autour de meilleures pratiques relevées, ce que nous voyons. Il y a bien un pouvoir de recommandation de la CPR en matière de meilleures pratiques. Nous regardons aussi, nous coopérons avec tous les autres acteurs, notamment le CCSF, voir les travaux qui sortent du CCSF, voir aussi l'Observatoire de l'inclusion bancaire, pour la que citait tout à l'heure effectivement Madame Blanc pour la partie des rapports sur les frais en cas d'incident. Et nous travaillons aussi avec les professionnels. Alors nous travaillons doublement avec les professionnels, parfois, si je puis dire, sous contrainte en ce qui les concerne, puisque c'est un contrôle. Donc là, c'est bien un contrôle, effectivement, avec la capacité coercitive de l'autorité, mais cette capacité n'est rien vu la taille du secteur. Effectivement, M. Théry rappelait à juste titre qu'il y a 80 000 salariés dans la fédération et au Crédit Mutuel. Et donc, nous coopérons aussi plus largement, nous les entendons, nous discutons pour comprendre, puisque nous sommes certains aussi que les mauvaises pratiques ne sont pas
toujours volontaire, qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui sont liées soit à l'entrecoupement des systèmes informatiques, à l'accumulation parfois aussi des réglementations ou des politiques commerciales successives qui laissent parfois des couches de pratiques chez les conseillers. Donc tout ceci est assez large et protéiforme, sachant que bien évidemment, ces populations vulnérables, nous les trouvons aussi parfois, nous les définissons aussi parce qu'elles sont souvent parfois à domicile, soit parce qu'elles sont sans emploi, soit parce qu'elles sont âgées. Et là, nous sommes confrontés à d'autres types d'acteurs qui nous posent régulièrement des soucis, qui sont ceux qui font du démarchage téléphonique agressif et qui sont plutôt, là, cette fois-ci, à rechercher du côté des courtiers des professions bancaires et assurantielles. Donc là aussi, nous avons des actions pour tenter de limiter ces actions agressives au téléphone où, clairement, le client ne comprend pas ce qui lui arrive une fois qu'il est entouré d'une série de propos pas toujours bienveillants. Directement opérationnel dans des contrôles spécifiques qui peuvent même se traduire par des sanctions. Absolument, ça c'est la partie coercitive de l'autorité. On a commencé à évoquer avec la banque en ligne un petit peu le choc d'un certain nombre d'innovations, de modifications de la manière dont le métier de banquier ou d'assureur s'exerce. Et donc là, il y a là une problématique nouvelle pour des populations qui deviennent fragiles parce que l'offre de systèmes financiers se modifie et elles ne sont pas forcément prêtes à en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc cette question de fracture numérique, un grand sujet qui va bien au-delà du système financier, elle touche aussi le système financier. Comment est-ce qu'on aborde cette problématique-là au CCSF ? Oui, effectivement, la fracture numérique, c'est une réalité qui, pour l'instant, malheureusement, les chiffres ne s'améliorent pas. Il y avait eu un baromètre du numérique qui était daté de 2016 qui montrait qu'à peu près 15% des personnes n'ont pas accès, des Français n'ont pas d'accès à Internet. Alors en fait, la descriptif que faisait le baromètre de ces personnes, c'était grosso modo un septuagénaire, effectivement, puisqu'on parlait des populations vieillissantes, un septuagénaire sur 2 qui n'a pas Internet. Les 2 tiers sont des personnes seules. 60% pratiquement sont des femmes, 25% ont des bas revenus, donc on voit bien à peu près comment le tableau en fait de ces personnes qui n'ont pas Internet. 43% sont non diplômés, je rajoute ça en plus. Et en fait, ce qui est gênant, c'est qu'il y a eu une étude très récente que je vous recommande de Deloitte qui est sortie en avril 2018, qui était sur les Français et les nouveaux services financiers, mais qui dit à peu près la même chose, c'est-à-dire 2 ans après. 16% des consommateurs ne réalisent jamais ou exceptionnellement d'opérations bancaires en ligne. Le conseiller n'est l'interlocuteur privilégié que pour la souscription des produits. Mais là, il y a quand même 60% des gens qui passent par le conseiller pour la souscription des produits. Et évidemment, si vous en avez 15% qui ne font jamais d'opérations bancaires en ligne, et bien vous en avez 75% qui, en revanche, privilégient le canal Internet pour les opérations courantes. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mis en place ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. D'abord, je voudrais quand même citer la mission d'accessibilité de la Banque Postale, pour laquelle le CCSF a émis évidemment un avis très positif. C'est vraiment très très important. La mission de la Banque Postale aujourd'hui, c'est 2 millions de personnes qui en profitent, qui en bénéficient, qui bénéficient d'un service de caisse pour pouvoir tirer du cash, qui bénéficient du livret A pour faire des opérations courantes. Et ça, le CCSF, effectivement, avait validé le fait de maintenir cette mission de la Banque Postale au moins jusqu'en 2020. Subventionné par l'État. Subventionné par l'État. Oui, mais c'est une mission de service public. Oui.
Il y a évidemment le rôle des associations locales. Je vais quand même citer, pour la formation en particulier des publics, pour la formation à Internet, je vais citer le travail que fait, mais ils ne sont pas les seuls, hein, qui fait Emmaüs Connect en région, pour essayer de former, y compris d'ailleurs, on m'a expliqué que même des jeunes ont du mal à utiliser les applis bancaires ou utiliser des pas que bancaires d'ailleurs, mais utiliser des applis pour faire des démarches administratives en ligne. Il y a effectivement ce que disait Madame Blanc, c'est-à-dire les PCB, qui permettent effectivement d'avoir une présence physique pour aider les personnes qui n'arrivent pas à avoir un accès à Internet. Et donc c'est aussi un soutien, c'est aussi une forme de conseil. Et puis il y a eu aussi, l'État avait lancé le tarif social de l'Internet pour qu'effectivement ce soit moins cher. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que c'est vrai que c'est un problème de génération, mais je pense que les technologies nouvelles sont une chance pour l'inclusion bancaire. Je pense que effectivement, quand vous voyez ce que sont les tarifs bancaires aujourd'hui, quand on sait faire une opération courante, je veux dire, moi j'arrive à le faire. J'espère que quand j'aurai 90 ans, j'arriverai encore. Hein, donc on est sur plutôt un problème de génération. Mais aujourd'hui, ouvrir un compte, c'est 2 clics. Ou alors vous passez la porte du buraliste, mais c'est quand même très très simple. La plupart des banques en ligne qui demandaient des revenus minimums ne le demandent plus. Donc de moins en moins, on a d'obligation d'avoir un revenu minimum pour aller sur une banque en ligne. Vous avez en fait, globalement, les coûts sont relativement bas, y compris dans les banques à réseau. Je vais quand même citer ces nouvelles offres qu'on voit, qui sont des offres sans découvert et qui sont des offres à 2 € par mois, sans citer de banque. Et puis, quand on parlait des moyens de paiement, vous allez avoir, et ça c'est pour demain, le paiement instantané. On a parlé tout à l'heure du coût des cartes bancaires. Le paiement instantané, c'est à coût quasiment 0 ou proche de 0. Et ça, pour les populations fragiles, c'est une chance formidable. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, effectivement, on parle de l'inclusion, on parle de ces difficultés-là, mais je me dis que si on s'imagine à 5 ans ou à 10 ans, peut-être qu'enfin, les nouvelles technologies seront une chance pour l'inclusion. Il y a des espoirs. Néanmoins, on reboucle quand même sur la problématique des frais. C'est-à-dire que soit vous utilisez Internet et c'est gratuit, soit vous payez. Donc la question de la fracture numérique n'est pas indifférente. Le Crédit Mutuel a fait beaucoup de choses pour intégrer ces nouvelles technologies dans ses process et dans sa relation client. Mais le Crédit Mutuel garde une relation client presque physique. Comment est-ce que vous gérez cette rupture ou cette fracture potentielle numérique avec tous les nouveaux outils dont vous vous êtes doté ? Alors, je pense c'est l'avantage des technologies, c'est que ça simplifie, on a supprimé les adjectifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas un réseau physique, on n'est pas un réseau numérique, on n'est pas un réseau téléphonique, on est un réseau. Il se trouve que ce réseau est déployé sur 4500 points de vente physiques, mais avec une plateforme numérique unique, avec un système téléphonique qui converge vers le conseiller. Et je suis convaincu que pour résoudre la fracture numérique, et notamment pour faciliter la vie du client, il faut se fier à la préférence qu'il exprime. Et c'est là où le conseiller dédié à chaque client, quel que soit le canal, est un élément clé. Parce que chaque client peut dire très simplement, bah voilà, moi je veux venir voir mon conseiller, je veux lui envoyer un email, je veux lui envoyer une lettre par la poste, ou je veux lui téléphoner, et j'ai les moyens de le contacter. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a par exemple un indicateur qui pour nous est fondamental, c'est qu'on regarde les notations de nos applications de banque directe. Et je constate que sur les marques principales du groupe, on a les meilleures notes, meilleures que les banques directes. Et là, il y a une règle absolue, il faut être simple. Voilà, vous ouvrez un téléphone et vous faites 3 clics et vous pouvez consulter vos comptes, et cette éducation-là peut être faite au guichet très facilement et dans de bonnes conditions. J'ajoute que c'est là où d'ailleurs le fait d'être aussi un opérateur téléphonique nous donne des coups de main, c'est que très souvent, en vendant le téléphone, nos conseillers expliquent comment fonctionne l'appli. Ça paraît
de la vente croisée, en pratique, ça fait partie aussi de l'éducation. Puis la dernière chose, c'est qu'on a industrialisé l'intelligence artificielle à très très grande allure, puisque maintenant ça fait 1 an et demi que nos 20 000 conseillers travaillent avec de l'intelligence artificielle tous les jours. On n'a pas supprimé un emploi. J'ai vu des études passionnantes sur le remplacement des conseillers bancaires. Moi, je peux vous dire une chose, l'intelligence artificielle, ma conviction, c'est que ça renforce les conseillers, ça ne les remplace pas. Et qu'est-ce que ça fait en pratique? Ça diminue les temps transactionnels, ça diminue les temps de consultation des bases documentaires, et donc ça améliore les délais de disponibilité vis-à-vis du client. Donc, de mon point de vue, la technologie, c'est toujours un choix. On a la caractéristique de toujours caractériser la technologie comme une contrainte. En réalité, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer les conseillers. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, le jour où vous l'aurez fait, vous n'aurez plus de banque relationnelle. Et au moins, eh bien, je vais faire une petite minute de provocation. Vous pourrez vous occuper du scandale qui est le prix du café que j'ai payé tout à l'heure avant de venir, qui est quand même de 2,50 €, c'est-à-dire quand même sensiblement plus cher que mes frais bancaires mensuels. À ce moment-là, j'allais dire, on aura perdu un service collectif tout à fait considérable. Ma conviction, c'est que la digitalisation, la numérisation sont compatibles avec la logique de banque à réseau, et que la banque à réseau est la condition même de la banque relationnelle. Si je peux exprimer une inquiétude sur les personnes vulnérables, et cette inquiétude est forte, c'est qu'on assiste, notamment à cause des évolutions démographiques, à des réductions de réseaux qui ne seraient pas causées par la digitalisation, mais qui seraient causées par la réduction démographique. Je vais vous livrer une expérience personnelle. Quand un département perd plus d'1% de population par an, les écoles ferment, les services publics ferment, les agences bancaires ferment aussi. Et là, la population vulnérable, parce qu'évidemment ce sont les jeunes qui partent, les populations âgées, les populations vulnérables, eh bien elles n'ont plus de services. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu absolument majeur. Je considère que le fait d'avoir des banques à réseau qui se donnent des objectifs relationnels est un élément clé. Le jour où ces banques à réseau, faute de démographie suffisante, faute de rentabilité suffisante de l'activité, eh bien, seront dans tout Paris, dans tout Strasbourg, dans tout Lille, dans tout Marseille, dans toutes ces grandes métropoles, et ne seront plus dans les campagnes, dans les bourgs et dans les villes moyennes, eh bien, nous aurons, j'espère, dans un prochain colloque, une discussion intéressante sur l'évolution du secteur bancaire. Pour moi, ça, c'est un enjeu majeur. Et le deuxième enjeu majeur, c'est la sécurité. C'est que c'est toujours pareil avec la qualité de service. On ne se rend pas compte de l'importance de la sécurité des transactions. Et je le dis, un système ne vaut que par la solidité de son maillon le plus faible. Si vous faites rentrer des plateformes, des fintech, des machins dans lesquels il n'y a pas cette sécurité de transaction, eh bien, c'est un enjeu de système. Voilà. Et donc, la digitalisation, y compris pour la protection des plus vulnérables, elle repose, de mon point de vue, sur deux choses. Une sécurité qui réclame des investissements considérables et un déploiement de réseaux suffisant sur le territoire. Ces mots doivent trouver un écho tout particulier auprès de l'UNAF, je suppose. Présence territoriale et la manière d'intégrer ces évolutions technologiques pour en faire bénéficier en fait le plus grand nombre. Votre approche dans ces sujets? Oui, tout à fait. Donc moi, je vais revenir un petit peu sur notre expérience de terrain, effectivement, qui démontre que tout ou partie de la population ne rentre pas dans ce mouvement et ne le fera jamais dans tout ce qui est la digitalisation au niveau des banques. Entre autres, je pense aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les personnes en situation de handicap mental, de dépendance, de peur du progrès. Et puis, malgré tout, quelque chose qu'il faut dire aussi, ça n'est pas seulement une question de génération, parce qu'on s'aperçoit que de nombreux jeunes sont en incapacité cognitive de mener des démarches administratives en ligne. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on propose effectivement à ces personnes, mais non pas la débancarisation, mais qu'on leur propose des services bancaires adaptés à leurs capacités, leurs besoins. Et pour revenir sur les propos effectivement de monsieur sur les zones rurales, eh bien en particulier en zone rurale, je pense que la question de la préservation d'un réseau physique et de l'usage des espèces doit être également de mise, parce que nous avons aussi des personnes protégées qui ont besoin d'espèces. Donc
je vais quand même limiter mon intervention à 2 préoccupations qui pour moi sont majeures. Tout d'abord, c'est notre inquiétude concernant les conséquences du développement accéléré et plutôt exclusif des services tout numériques pour les personnes protégées. Parce que cette politique engendre en effet de nouvelles formes d'exclusion dont il faut absolument tenir compte. Par ailleurs, il est important pour moi de vous alerter sur les dysfonctionnements qui existent couramment et qui empêchent des personnes protégées d'accéder à des services auxquels elles ont droit. Ce sont des citoyens. Et ces situations donc, où vraiment elles sont mises à la marge peuvent être source de stigmatisation, de tension. Et nous sommes convaincus qu'elles pourraient tout à fait être évitées avec une meilleure connaissance de droits relatifs au régime de tutelle ou de curatelle par les professionnels des établissements financiers. Sur le risque d'exclusion numérique des personnes protégées, il faut quand même savoir qu'en France, 800 000 personnes sont sous mesure de protection. Et on peut dire que dans les années à venir, l'évolution démographique et en particulier le vieillissement, bien évidemment, laisse entrevoir une évolution à la hausse. Et les vulnérabilités qui amènent les juges à prononcer une mesure de protection sont diverses, mais reposent toutes sur le constat médical d'une altération des facultés personnelles. Au cours de sa vie, toute personne peut être fragilisée par le grand âge, par le handicap, par la maladie ou par des troubles psychiques ou des troubles cognitifs. Donc, toutes ces situations peuvent s'associer à une grande précarité sociale et économique. La moitié de ces 800 000 personnes protégées est accompagnée par sa famille ou par un proche. L'autre moitié l'est par les professionnels, donc par les mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, dont évidemment nos services qui sont tenus par des UDAF. Donc notre réseau, je vous le disais en démarrage de mon intervention, compte pratiquement 150 000 personnes protégées, ce qui nous fait vraiment le premier opérateur. Et je tiens quand même à vous rappeler que chaque personne en curatelle ou en tutelle est avant tout un citoyen. Un citoyen protégé, mais contraint parfois dans sa capacité à faire seul, mais une personne singulière dont les droits doivent être respectés et la volonté prise en compte. Et c'est justement l'objet du mandat de protection judiciaire qui peut les amener à maintenir une autonomie, à défendre leurs droits, à faire valoir leurs droits, mais aussi à leur donner, à les aider à gagner en autonomie. Donc bien sûr que nous avons fait part de nos inquiétudes à la CPR, à l'AMF, lors de la récente enquête sur les relations entre les établissements financiers, les mandataires judiciaires et les personnes protégées. Nous alertons sur le fait qu'il est impératif que l'ensemble des institutions privées et publiques prennent conscience de multiples fragilités qui existent et qui contribuent à l'exclusion pure et simple de millions de nos concitoyens. Absolument, le numérique doit être accessible à tous. Il doit constituer un levier vers plus de simplicité et être facteur d'autonomie et d'insertion. Il ne doit absolument en aucun cas être générateur de fractures sociales. Alors là, nous avons aussi quand même, nous affirmons des choses, mais nous avons aussi des préconisations à vous donner. Entre autres, de créer des outils, des produits et des services adaptés aux besoins des personnes, à mettre en place des mesures d'accompagnement, à savoir favoriser les initiatives d'être entre pairs, développer des lieux comme les maisons de service au public, les MASP, qui accompagnent les citoyens dans leur démarche, et puis, bien sûr, d'autres options que le digital doivent perdurer, car même avec un accompagnement, certaines personnes protégées ne seront jamais en mesure de se passer de l'accueil physique. Des guichets doivent être maintenus comme des alternatives toujours possibles. À plusieurs reprises, nous avons transmis ces propositions, mais bien d'autres au pouvoir public, mais également à vous. Nous savons également que Jacques Toubon, le défenseur des droits, est saisi d'innombrables réclamations et qu'il milite pour la dématérialisation des services qui ne pénaliseraient absolument pas les usagers les plus fragiles. Il propose lui aussi de multiples solutions. Et puis, je dirais que bien évidemment, nous espérons être entendus. Mais autre chose qui m'interpelle, c'est la méconnaissance du cadre juridique du régime de protection. Et là, vraiment, des efforts par les établissements financiers sont indispensables pour respecter les droits des majeurs protégés. Les mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs sont très souvent contraints de rappeler les règles à leurs interlocuteurs bancaires ou assurantiels. Par exemple, des compagnies d'assurance
ont refusé la souscription d'assurance en cas de décès, empêchant de ce fait des personnes en tutelle d'obtenir des prêts immobiliers. Donc vous comprenez évidemment que nous sommes donc particulièrement attachés au développement de services experts dans toutes les banques et assurances ou de référents spécialistes. Et puis, je tiens également à alerter sur le fonctionnement des établissements de paiement, car là aussi, nous rencontrons aussi de nombreuses difficultés. Une personne protégée ne peut légalement ouvrir un compte seule. Elle doit obtenir l'accord de son curateur ou tuteur. Or, nous constatons qu'aucune vérification de la capacité juridique des personnes n'est faite. Les personnes protégées peuvent en réalité ouvrir un compte seul, ce qui est contraire à la loi et néfaste à leur situation et au travail accompli dans le cadre de leurs mesures de protection. A contrario, lorsque l'établissement bancaire a connaissance d'une mesure de protection, la personne concernée peut se voir interdire purement et simplement d'ouvrir un compte, même en présence de toutes les autorisations nécessaires. Nous avons également constaté que les conditions générales excluent de plein droit l'ensemble des personnes protégées sans opérer aucune distinction entre les différents régimes existants, alors qu'ils n'engendrent pas les mêmes conséquences sur la capacité juridique des personnes. Alors là, une demande, tous les établissements doivent se conformer à la loi. Il est impératif que les autorités compétentes dans vos secteurs d'activité interviennent pour que ces situations discriminatoires cessent. Actuellement, une mission interministérielle sur la protection juridique des majeurs a été réalisée. Le rapport national doit être rendu dans quelques jours. Nous sommes probablement à la veille d'une réforme d'ampleur de ce dispositif pour mieux nous conformer au droit international. Il serait heureux que les secteurs des établissements financiers et assurantiels, qui sont nos partenaires incontournables, s'emparent de ce sujet et avancent à nos côtés pour mieux faire respecter la dignité de nos concitoyens et améliorer les conditions d'exercice des plus vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup. La question des majeurs protégés est vraiment une question que le pôle commun a traitée de façon un peu en avance de phase par rapport à ce que vous venez d'évoquer, à contribuer à améliorer le diagnostic et la prise de conscience des problématiques dans ce secteur-là. Patrick, sur la question plus globale de la digitalisation, de la manière dont on peut l'aborder, le pôle commun, quelles sont ses préoccupations et ses axes de réflexion ? Oui, alors effectivement, on parle beaucoup de la révolution digitale. Il y avait une enquête de la CPR l'année dernière qui montrait qu'effectivement, c'était quelque chose qui allait très vite. Nous rappelons aussi qu'il y a encore d'anciennes innovations techniques, l'usage de la carte bancaire, qui a encore des difficultés chez certaines clientèles. Et pourtant, c'est une innovation qui a 40 ans. Donc c'est quelque chose qui va assez loin, mais le numérique change énormément de choses, on le voit très bien. On l'a vu, ça peut être une difficulté à simplement avoir les moyens économiques de trouver le matériel et l'abonnement. Ça peut être des difficultés à comprendre le cheminement de ce que c'est qu'une application, etc. Et donc un des enseignements des travaux du pôle commun l'année dernière entre la CPR et l'AMF sur les majeurs protégés est que ces clients ont des besoins particuliers effectivement de proximité, et là effectivement je rejoins Madame Blanc et ce que disait aussi Monsieur Théry juste avant, de simplicité et de sécurité. Et donc il n'est pas du tout évident notamment que des personnes puissent facilement exécuter une suite d'opérations qui paraissent logiques comme ça et qui sont inhérentes à un processus numérique qui est un peu, si je puis dire, en succession de logiques et de choix successifs, y compris alors même que parfois ils ont des difficultés à retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu. Et donc ce type de difficulté, nous, notre conception, avec effectivement la direction des épargnes particuliers à l'AMF, c'est que ces difficultés peuvent aussi concerner des populations plus larges que les seuls majeurs protégés, et que donc c'est un bon moyen d'essayer de comprendre de quoi on peut avoir besoin. Pour autant, nous ne sommes pas très favorables, et là, effectivement, je rejoindrai encore la logique à la fois, d'ailleurs, convergente, à la fois de Madame Blanc et de Monsieur Théry, qui est de dire qu'il ne faut pas non plus que ce dispositif soit systématique, c'est-à-dire qu'il y a des besoins différents et qu'il ne faut pas que les définitions de population a priori fragile aboutissent à les exclure de tout service classique. Il faut arriver à discerner effectivement quel est le besoin.
Et donc, il faut que le secteur financier pense à prévoir des solutions alternatives pour cette fraction minoritaire de la clientèle qui est mal à l'aise ou incapable de faire face à la numérisation. Mais ce n'est pas forcément une solution d'office pour toutes les clientèles qui pourraient être repérées comme potentiellement fragiles. Et effectivement, là encore, je crois que c'est pour le coup très consensuel, pour autant qu'effectivement que les conditions d'exploitation, si j'ai bien entendu M. Théry, continuent de le permettre, mais le contact direct entre un client et un conseiller demeure quelque chose qui est nécessaire pour une fraction de la population, et même d'ailleurs pour tous, pour certains actes essentiels, mais pour la plupart des actes quotidiens, c'est parfois très important. Et donc, nous continuons au sein du pôle commun à regarder tout ceci. Nous rappelons toujours que les clientèles fragiles ne sont pas seulement heurtées par la révolution numérique, qu'il y a aussi tous les aspects effectivement sur la réalité du consentement, sur d'autres modes de vente. La présidente Blanc vient de rappeler effectivement qu'il y a les aspects, par exemple les établissements de paiement, qui ouvrent des comptes de paiement et qui ne sont pas des comptes bancaires au sens propre du terme. Nous avons aussi Internet qui offre le terrain sur tout un tas d'escroqueries. Et donc là encore, nous sommes très vigilants au sein du pôle commun pour veiller à ce que ce numérique qui est accessible à ceux qui y ont accès ne soit pas non plus la source d'une série d'autres dérives vers des acteurs non régulés, non surveillés, qui sont tout simplement des escrocs. Donc voilà, il y a des pistes qui existent, nous y reviendrons. Les établissements adaptent leur ergonomie. Je crois qu'il faut que tous nous progressions pour avoir des pratiques qui soient lisibles pour tout le monde et qui permettent d'offrir la meilleure capacité et l'expérience numérique aux clients. Merci beaucoup. Et l'Europe, est-ce que l'Europe peut nous aider dans cette démarche complexe? Parce que on voit que là, un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués percutent un peu le souhait d'avoir une activité financière rentable avec des niveaux de profit qui permettent de rémunérer des fonds propres dont l'exigence est quand même croissante. Donc on a vu les questions de tarifs, on a vu les questions de présence physique qui restent essentielles et on essaye de régler tout ça. Mais est-ce que l'Europe peut nous aider dans ces démarches et en particulier donc vis-à-vis des personnes vulnérables? Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je voulais profiter de cette occasion pour vous donner un aperçu des nombreuses initiatives que l'Union européenne a développées pour protéger les consommateurs ces dernières années. Je ne sais pas si j'aurai des réponses à toutes les questions précises qui ont été évoquées. Je ne les aurai pas peut-être parce que nos politiques visent la protection des consommateurs en général, sans distinguer plus particulièrement les personnes les plus vulnérables, mais évidemment elles bénéficient aussi aux personnes les plus vulnérables. Et il y a tout de même quelques initiatives comme celles sur le compte de paiement de base qui, effectivement, peuvent être tout à fait utiles pour les personnes les plus vulnérables. Alors, face à la complexité des services financiers et leur manque de transparence, les consommateurs sont souvent en position de faiblesse. C'est pourquoi, au cours des années qui ont suivi la crise financière, les institutions européennes ne se sont pas concentrées uniquement sur les questions de stabilité financière, mais nous avons tenu aussi à regarder les questions de protection des consommateurs. Et un travail assez important a été fait à cet égard. Et il faut bien se souvenir que la protection des consommateurs peut contribuer à la stabilité financière. Il ne faut pas oublier que la crise financière de 2008 a eu ses origines en partie dans l'octroi de crédits hypothécaires à des consommateurs qui n'avaient pas la capacité de supporter le niveau de dette qu'ils avaient souscrit. Beaucoup de ces initiatives sont récentes, mais elles commencent à se faire sentir dans notre vie quotidienne. Désormais, un particulier qui souhaite investir dans les marchés financiers reçoit une documentation complète et claire sur les produits qui lui sont proposés grâce à la législation PRIPS, qui a fait l'objet d'un compromis remous dans l'assistance difficile au Conseil et au Parlement. On pourra évidemment, avec le temps, faire évoluer
le kit PRIPS, auquel viendra s'adjoindre un kit sur les produits de pension personnelle avec l'initiative PEP. Et MiFID II assure aussi que les investisseurs ne seront pas exposés à des risques excessifs et qu'ils comprennent suffisamment bien les produits financiers et les risques qui leur sont inhérents. De plus, on en a parlé ce matin, la directive sur la distribution d'assurance permet une plus grande transparence pour ce type de produit qui, il ne faut pas l'oublier, concerne beaucoup plus de consommateurs que les produits d'investissement. L'Union a également renforcé la protection des consommateurs dans le domaine immobilier avec la directive sur les crédits hypothécaires que les États membres ont transposée en 2016-2017. Il s'agissait là d'une réponse directe à un certain nombre de problèmes qu'on a pu constater sur ces marchés, notamment une mauvaise prise en compte de la solvabilité du contractant, ou encore l'octroi de crédits en monnaie étrangère avec les risques de change que cela implique. La refonte de la directive sur les services de paiement, la DSP2, renforce aussi la protection des utilisateurs de paiement électronique et elle favorise l'innovation et la concurrence sur ces marchés. Évidemment, cette directive sur les paiements bénéficie essentiellement aux consommateurs qui disposent d'un compte de paiement. C'est pourquoi l'Union a adopté une directive sur les comptes de paiement que les États membres devaient transposer au plus tard en 2016 et qui a créé un droit pour toutes les personnes qui résident dans l'Union européenne à un compte de base avec une carte de paiement. Alors, c'est peut-être pas un sujet sur lequel il y avait une lacune s'agissant du marché français, mais il y avait un problème aigu dans beaucoup d'autres États membres qui ont par conséquent bien accueilli cette réforme. Alors, cette même directive sur les comptes de paiement de base fait jouer la concurrence en faveur des consommateurs aussi. Elle facilite le changement de banque, elle exige plus de transparence dans la tarification des services liés aux comptes de paiement et elle oblige les États membres à mettre en place des comparateurs pour ce type de compte. Toutes ces mesures devraient améliorer le fonctionnement des marchés nationaux, des services financiers pour les consommateurs. Or, l'intégration de ces marchés nationaux, encore très fragmentés au niveau européen, pour toute une série de raisons, pourrait aussi renforcer la concurrence et se traduire en une meilleure offre de services financiers pour les consommateurs. C'était l'objectif du plan d'action de la Commission relatif à la protection des consommateurs dans le domaine des services financiers. Ce plan propose beaucoup de choses, mais il met surtout l'accent sur les nouvelles possibilités offertes par les fintech dans le domaine de l'innovation et dans le domaine de l'intégration des marchés. Le plan propose aussi de réduire le coût des paiements transfrontières. La Commission a proposé une mesure législative qui est actuellement discutée au Conseil et au Parlement afin de permettre à tous les Européens, y compris ceux qui vivent en dehors de la zone euro, de bénéficier de transactions transfrontières en euros au même prix que les transactions nationales. Et cette directive devrait aussi assurer une plus grande transparence des prix dans les opérations de change. Par ailleurs, le plan propose d'explorer comment améliorer la comparabilité des produits financiers et faciliter le changement de fournisseur dans le même esprit que la directive sur les comptes de paiement. Alors, les consommateurs bénéficient également de la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Beaucoup de ces services de médiation coopèrent avec le réseau Finnet qui assiste les consommateurs en cas de litige transfrontière sur un produit financier. Par ailleurs, nous nous efforçons de donner une voix aux consommateurs et à la société civile dans la formulation des politiques en matière de services financiers. Nous avons créé un groupe des utilisateurs des services financiers qui se réunit régulièrement et nous conseille sur nos propositions à venir. Et la Commission soutient également des réseaux comme Finance Watch et Better Finance pour que d'autres voix que celles de l'industrie se fassent entendre dans le débat politique sur les services financiers.
Enfin, une initiative récente de la Commission qui s'intitule une nouvelle donne pour les consommateurs pourrait avoir un impact majeur sur la qualité des services financiers offerts aux consommateurs. Cette initiative comprend notamment une proposition législative qui remplacerait l'actuelle directive sur les injonctions afin de permettre non seulement des actions en cessation, mais également des recours collectifs. Et cette nouvelle directive devrait s'appliquer à l'ensemble de la législation européenne qui établit des droits pour les consommateurs et les investisseurs dans le domaine des services financiers. Des recours collectifs, c'est redress? Oui, c'est ça. Collective redress, oui. Hein? Oui. Voilà, donc nous avons essayé de renforcer les droits des consommateurs. Nous nous efforçons de leur donner les moyens de faire valoir leurs droits, de participer à la définition des politiques européennes. Il reste sans doute beaucoup à faire, mais nous pensons que nous avons ces dernières années enclenché une dynamique positive sur ces questions et il est fort possible que ce sujet soit perçu comme étant un sujet prioritaire dans le cadre de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement dans un an. Mais merci beaucoup. Vos réactions par rapport à ces initiatives, est-ce qu'on attend plus? Est-ce que la France a été, sur plusieurs des aspects qui viennent d'être mentionnés, a été un petit peu en avance de phase pour développer un certain nombre de services? Est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce qu'il faut aller plus vite, plus loin? Est-ce qu'il faut laisser à l'espace national une autonomie extrêmement forte, ou est-ce qu'on attend une harmonisation dans ces domaines-là? C'était pour moi, ça. Oui. Non, je regardais, des fois j'ai quelqu'un derrière moi peut-être. En fait, je ne sais pas si c'est un problème d'autonomie nationale. Le sujet de la protection des clientèles, c'est qu'il est quand même très lié aussi à la structure du droit national, à la façon dont les produits sont conçus dans un droit national, avec des cours suprêmes qui veillent à ce droit. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a parfois peut-être une certaine idéalisme à penser que les produits financiers sont les mêmes, quel que soit le territoire de l'Union dans lequel il est conçu et vendu en fonction des cultures et des produits. Donc nous sommes favorables à une idée qui harmonise l'ensemble des principes qui concourent à la vente et qui, effectivement, par exemple sur la directive distribution, assurance ou d'autres, ont permis de donner des principes généraux. Ensuite, effectivement, il faudra que les États aient bien la capacité d'adapter ça à la situation concrète de marché. Alors, dans les multiples initiatives qu'il y a en matière d'harmonisation du droit des consommateurs, est-ce qu'il y a un consommateur européen unique? On peut souhaiter qu'on aille vers plus d'harmonisation, effectivement, de manière à ce que le consommateur ait un choix sur un marché plus vaste que son marché national, tout en faisant tout de suite remarquer que la question de la langue se pose très vite et que la question de la traduction, par exemple, d'un produit ou même d'un site internet d'un pays à l'autre est une chose qui est extraordinairement compliquée. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on voit de temps en temps. Il y a des gens qui savent le gérer très très bien, ça va. Jusqu'à certains... Ou les escrocs. Oui. C'est à eux que je pensais. Effectivement. Ils sont plus souples et plus agiles peut-être. Donc voilà. Donc nous regardons toujours et nous soutenons toute idée d'harmonisation des principes, d'arriver effectivement à avoir un consommateur européen qui dispose de règles harmonisées et qui soit le même, quel que soit le pays de l'Union dans lequel il puisse. Nicolas Terry, vous qui êtes présent en Allemagne assez fortement quand même et en France, comment vous voyez cette approche? Il y a une logique à avoir une approche européenne plus harmonisée? Si je suis honnête, je vous dis, j'y crois pas, et je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Pour une raison, c'est que là aussi, je pense que dans les métiers de service, l'automatisation, l'uniformisation n'est pas toujours une bonne idée. Je suis un très grand militant de l'uniformisation, j'allais dire, du contrôle, solvabilité, liquidité, de l'union bancaire, etc. J'allais dire, le débat qu'on a avec Mme Blanc montre que de toute façon, on a des pratiques de marché, des pratiques tarifaires, des systèmes de droit, typiquement les majeurs protégés, qui relèvent du droit civil et d'un certain nombre de protections. Et pour avoir travaillé 7 ans à la Commission européenne, à titre personnel, je pense que le consumérisme n'est pas un sujet européen.
je considère qu'il fait partie des préférences collectives qui relèvent encore des États-nations et qu'il y a une préférence collective européenne pour la stabilité financière, pour la sécurité financière, pour le contrôle financier, dont témoigne d'ailleurs la protection, j'allais dire, des marchés financiers, la protection des compagnies d'assurance, des banques. Autant sur le consumérisme, je pense que, à titre personnel, je préfère et je pense que c'est plus productif et pour le consommateur et pour la qualité de service de garder ce sujet-là au-delà du principe qui est de, j'allais dire peut-être de se comporter bien, mais on n'a pas besoin de règles européennes là-dessus, de le garder au niveau national. La Commission pourrait être tentée de dire que parfois on utilise cet argument comme barrière à l'entrée par rapport à une concurrence qui pourrait... Non, mais est-ce que... Je dirais juste qu'il y a effectivement des contextes nationaux qui sont très différents les uns des autres et que ça limite certainement les capacités d'intervention de l'échelon européen. Mais nous avons tous quand même collectivement décidé de créer un marché intérieur et ce marché intérieur, il faut le faire fonctionner au mieux et il peut aussi s'avérer utile dans le domaine des services financiers de détail. Donc là où des avancées sont possibles, afin de faire fonctionner ce marché intérieur des services financiers de détail, il nous semble nécessaire d'intervenir afin d'en faire bénéficier les consommateurs. Voilà. Maintenant, évidemment, je suis d'accord avec l'idée selon laquelle l'échelon européen est encore plus nécessaire et utile lorsqu'il s'agit de protéger la stabilité financière en particulier. J'ajouterais quand même que c'est peut-être facile de dire ce que vous avez dit vu de France, mais on voit aussi un certain nombre de pays dans lesquels il y a des défaillances dramatiques en matière de protection des consommateurs, avec des législations nationales qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Et pour les consommateurs qui résident dans ces pays, il est souvent bienvenu qu'il y ait une intervention européenne afin d'augmenter le niveau de protection des consommateurs dans ces pays. On peut évidemment dire que ça relève de la responsabilité des gouvernants de ces pays, mais ça c'est facile à dire. Parfois, malheureusement, ils n'assument pas ces responsabilités et par conséquent, l'Europe peut être utile aux consommateurs dans ces pays. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, la directive PAD s'est beaucoup inspirée de ce que le CCSF avait fait passer effectivement en protection des consommateurs. Et ça, c'est vrai que nous, au CCSF, nous on travaille énormément sur la mise en place des directives. On a travaillé sur la mise en place, sur la réalisation du document d'information de DDA, parce qu'il fallait effectivement avoir un système avec des produits comparables. Alors on a vraiment travaillé, on a fait une sorte de modèle qu'on a proposé effectivement aux assureurs. Alors je dois vous avouer que sur KID on a essayé, on n'a pas réussi. On n'a jamais réussi à faire un document qui soit simple, qui soit compréhensible et qui soit adapté en fait aux consommateurs. Pourtant, mon prédécesseur Emmanuel avait écrit à la Commission, moi j'avais fait une petite lettre également, mais je dois vous avouer que pour l'instant, on ne voit pas comment est-ce qu'on fait un kit qui soit utile aux consommateurs. Globalement, sur ces problématiques de comparabilité, on a eu plusieurs réunions au sein du CCSF et c'est vrai que je me fais un petit peu le porte-parole des associations de consommateurs présentes au CCSF qui s'inquiètent qu'on essaye de faire une comparabilité avant de s'occuper plutôt de la protection, c'est-à-dire si demain un consommateur français achète un produit polonais ou espagnol, il va avoir les barrières de la langue, il va avoir le problème de la législation, de la protection. Et je pense que ces sujets-là sont aujourd'hui plus importants que le problème de la comparabilité. Et d'ailleurs, ce que je peux vous proposer, c'est de vous inviter au CCSF et venir en discuter directement avec eux, parce que nous avons aussi Better Finance. Aujourd'hui, ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège où on va... non. Oh, c'est pas un piège, c'est une invitation. Oui. Non, moi... il ne faut pas prendre de toute façon le problème de PRIPS tout seul. Hein. Ce qui est vraiment important dans la démarche européenne, c'est quand même d'exiger la connaissance du client, la connaissance de ses besoins, la connaissance de son appétence au risque et de pouvoir lui
donner le conseil le plus approprié possible. Après, je disais, le problème de PRIP, c'est un tel... Je ne voudrais pas qu'on termine cette conférence sur un mode trop difficile et conflictuel, parce que pour l'essentiel, on est quand même... Je crois qu'on est d'accord avec la nécessité d'avoir au niveau européen une ardente obligation pour tous les pays membres et tous les acteurs de la sphère financière de prendre en compte effectivement les besoins des clients, et les besoins qui sont divers et qui ne peuvent pas se résumer à une fiche ou à une autre, mais la nécessité d'avoir un socle de principes de base partout développé en Europe est quand même le fondement d'une union, que ce soit d'une union bancaire ou d'une union des marchés de capitaux ou autre. Et donc la Commission a un rôle essentiel dans cette dynamique-là qui de fait a probablement des échos différents d'un pays à l'autre, parce que certains pays ont intégré d'ores et déjà une grande partie de ces éléments-là. Mais ce qu'on voit quand même du débat d'aujourd'hui, c'est que même en France, on est peut-être en avance, mais on n'est pas arrivé au bout du processus. Et l'articulation, les injonctions presque contradictoires qu'on peut avoir dans certains cas sont difficiles à réconcilier. Mais on essaye de le faire de la manière la plus consensuelle possible, en échangeant avec toutes les parties prenantes. Vous voulez ajouter quelque chose, madame? Non? Merci pour ces éléments. Un dernier mot, non? À ce moment-là, on a dépassé, je pense, je peux regarder. D'habitude, dans ces organisations-là, on a une pendule qui nous dit on est en avance, on est en retard. Là. Contre. Oh, formidable. 1 minute de questions. Il n'y a que des questions, il n'y aura pas de réponse. Donc, 15 minutes. Ah, pardon. Alors, on a le temps. Merci. Au cours de cette deuxième partie d'après-midi, s'agissant de consommateurs, on a beaucoup parlé de banques, on a très très peu parlé d'assurance. Or, les contrats d'assurance, l'assurance est très souvent obligatoire. Les contrats sont pour la plupart des contrats d'adhésion. Les pouvoirs conférés aux compagnies d'assurance sont considérables, de coercition. Et il me semble, mais c'est peut-être un effet d'optique, que le consommateur est plutôt moins bien défendu que vis-à-vis du secteur bancaire. Mais ça, c'est une question de réglementation. Alors, c'est peut-être un effet d'optique, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de sujet sur les assurances? Voilà. Il y a beaucoup de sujets sur les assurances. Vous savez, la banque, l'assurance, le marché financier, ça n'existe pas dedans non plus. Mais peut-être les assurances, tu pourrais dire un mot, Patrick, sur un certain nombre de problématiques qui sont ressorties. Absolument. Alors, la GLA, je vais peut-être juste m'inscrire en faux contre une première assertion, de la même façon que le compte bancaire est obligatoire, en fait. Donc, il y a un certain nombre d'assurances obligatoires, effectivement, notamment sur MRH, enfin, la maison, responsabilité, et ainsi de suite, habitation, mais il y a aussi le compte bancaire lui-même, et de fait, aujourd'hui, indispensable. Alors, en assurance, de toute façon, il y a un certain nombre de sujets, effectivement, sur lesquels l'autorité de contrôle s'est penchée, en matière de type de commercialisation. Il y a tous les aspects, par exemple, sur la commercialisation de l'assurance santé, alors qui est, elle, facultative, elle est complémentaire, c'est celle qui est après l'assurance offerte dorénavant obligatoirement par l'employeur. Vous avez aussi des aspects en assurance vie, sur lesquels le conseil, la formation des conseillers qui font la vente ont donné lieu à un certain nombre de décisions, y compris de sanctions de la part de l'autorité, pour justement bien noter ce qui fait. Nous travaillons aussi sur d'autres types aujourd'hui de contrats, par exemple les assurances obsèques. On essaye de comprendre ce qui est derrière ce type de contrat, quelles sont les prestations réellement assurées. Il y a aussi toutes les assurances dites les assurances affinitaires, voilà. Celles qui sont vendues à des gens qui n'en ont pas besoin. Celles qui sont vendues de façon systématique en appui d'un produit, en fait, le plus souvent, sur lequel effectivement...
voilà, pas toujours besoin, sur lequel effectivement, en plus d'un produit, notamment c'est celles qui sont vendues chez un certain nombre de commerçants qui, avec le produit, vendent aussi des extensions de garantie sous forme d'assurance. Donc nous nous penchons sur tous ces sujets. Nous avons des relations assez, parfois, sous formes différentes, soit sous forme de questionnaires pour comprendre la pratique du marché, sous forme de contrôle sur place, pour voir les pratiques des acteurs et éventuellement leur demander de les corriger. Donc il y a bien quelque chose là aussi. Et le devoir de conseil en assurance est quelque chose qui est réglementé lui aussi et qui, dans certains domaines, notamment en assurance vie par exemple, fait l'objet d'une très longue jurisprudence et très ancienne, par exemple de la Cour de cassation. Donc il y a aussi une justice civile qui est depuis fort longtemps présente sur ce sujet du devoir de conseil, qui est un devoir, si je puis dire, générique, qui est parfois précisé pour certains produits sur qu'est-ce qu'il doit comprendre, mais de la même façon que dans le secteur de l'assurance, on voit qu'il y a un certain nombre d'heures de formation obligatoires avant de pouvoir vendre certains types de produits, qu'il y a des types de compétences différentes selon le type de produit à avoir pour les vendre antérieurement, et tout ceci fait l'objet de contrôles systématiques et réguliers de notre part, et aussi de décisions. Donc effectivement, je pense que le biais était peut-être dû aujourd'hui au fait que M. Théry avait courageusement accepté, c'était la seule table ronde où il n'y avait qu'un seul professionnel, et c'était sans doute la table ronde... Voilà. Mais c'est vrai que c'était aussi un banque assureur. Donc... Même parfois, sur l'assurance, peut-être juste un mot, notamment l'assurance dommage, notamment la protection du consommateur. Il y a pour moi une règle absolue en assurance, c'est que la protection du consommateur passe par des garanties larges, couvrantes, et pas forcément les moins chères. Et s'il y a un domaine où le rapport qualité-prix est décisif, c'est bien là-dessus, c'est que quand vous avez une garantie large et couvrante, vous protégez bien le consommateur. Un exemple tout simple, le Crédit Mutuel est une des rares banques présentes à Saint-Martin. L'année dernière, quand Irma est passé, comme les communications ont été coupées pendant 3 jours, on avait mobilisé des salariés pour prendre en charge les sinistres. On a consacré ces jours-là à ouvrir tous les contrats en sinistre. Comme ça, au moins, il n'y avait pas de débat administratif de mise en route. Qu'est-ce que vous avez subi comme dommage? Il suffisait de regarder le vent. Et on a mis en place une couverture systématique pour tous nos assurés de 5 000 € pour qu'ils puissent prendre en charge les premiers frais. On a pu le faire pour une seule raison, c'est qu'on savait que nos contrats étaient couvrants par rapport à ce type d'événement. Donc si je peux me permettre, là aussi, c'est pour ça que je milite pour garder la réglementation du consommateur quand même assez proche des contextes nationaux, etc. Parce qu'à la fin des fins, on relève beaucoup, dans tous nos métiers, du droit civil, du droit de la famille, des considérations de propriété. Et ça, du point de vue européen, c'est pas harmonisé. Donc il faut, j'allais dire, on peut se raconter toutes les histoires de la Terre sur la banque et l'assurance. On est d'abord et avant tout des intervenants en vertu du droit civil et sous le contrôle d'une autorité publique. Merci beaucoup. Autre question? Épuisement général de la salle. Donc, merci de terminer sur l'assurance, c'est pas si mal. Ça montre l'affaire. Je crois que la journée a permis de voir toute la diversité de ce que signifie la supervision financière. Et donc, on termine en mettant bien en évidence que les autorités nationales ont encore un rôle puissant à jouer, en particulier dans le domaine de la protection des usagers, dans tous ces domaines financiers tels qu'on vient de le mettre en évidence. Merci beaucoup et donc bonne... Tu permets Oui, ah oui, juste... Non, mais je termine pour la table ronde, mais je laisse la parole non, absolument. Non, c'était juste pour clôture pour officielle. Voilà. Non, c'est pas une clôture. Synthétiser des débats par des gens extrêmement plus compétents que moi, je ne le ferai pas. Je n'aurai pas mais simplement pour signaler que, outre la vision en direct toute la journée, et ce matin il y en avait pas mal de visionnages, cette conférence sera aussi effectivement définitivement sur le site internet et donc visionnable, si je puis dire, en ex post.
Et donc, nous voulons remercier au titre de la CPR, et donc qui inaugurait ces nouveaux locaux qu'elle a rejoints depuis un peu plus d'un mois ici, dans ce quartier de l'Europe, l'ensemble des intervenants, qu'ils soient autorités publiques, qu'ils soient associations. Nous remercions Madame Blanc d'avoir pu se déplacer, ou tous les professionnels du secteur. Et donc, j'en profite pour remercier plus rapidement Monsieur Théry, mais tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, d'avoir accepté de nous consacrer du temps pour discuter de ces sujets qui sont très larges. Et puis, donc aussi, de l'ensemble des... Nous remercions aussi la Banque de France à laquelle nous sommes adossés, qui a permis l'organisation matérielle, puisque lancer plusieurs centaines d'invitations tout au long de la journée, avoir un accueil digne de ce nom et ainsi de suite, c'est grâce à l'appui matériel et au soutien indispensable de la Banque que nous l'avons réalisé. Donc je tiens à remercier les équipes de la Banque de France qui ont appuyé celles de la CPR, qui elles sont beaucoup plus techniques et donc n'avaient pas cette capacité de mobiliser pour tous vous accueillir aujourd'hui et aussi réaliser cette captation d'images pour la retransmission ultérieure. Merci à tous.